Alors, donc, comme vous voyez ici, donc j'ai mis le document donc jeu d'instruction. Donc, bien sûr, concernant les théories, il y aura les chapitres 1 et 2 seulement. Bon, concernant l'interro, donc, effectivement, ça va porter sur le chapitre 1 et 2. D'accord. Voilà. Alors, comment utiliser? Donc, regardez, là, vous avez le Monsieur, document. Oui. j'ai pas bien entendu concernant l'interrogation. Il y a une question qui a été posée. Accéder au chat. Vous avez vu la question posée par votre camarade Chemani Aya. Ah, en privé. Ah, il y a Chemani, ah. Là, on est en silence, donc, qui concerne l'enseignant et les étudiants. Donc, s'il vous plaît, pour pouvoir profiter, essayez donc de poser vos questions ou bien écrivez vos messages publics, et non pas privés. D'accord? D'accord, s'il vous plaît. Donc là, votre camarade a posé la question concernant l'interro. Il y aura donc les chapitres 1 et 2 seulement. J'ai dit oui. D'accord. Donc voilà, un interro sur chapitre 1, chapitre 1. D'accord. Donc, les instructions du 8086, les voici. Sont donc classées par ordre alphabétique de A à, je ne sais pas si c'est une section qui s'appelle, qui commence par Z. Je sais pas. Non. Jusqu'à X. Vous voyez. Maintenant, comment utiliser ce document? C'est un document autorisé, hein, le jour de l'examen et non pas en interro. D'accord. Alors, je prends par exemple l'instruction, avant de détailler ça à travers un exemple, d'une manière générale, regarde, vous avez donc toute instruction est décrite par un tableau. Vous voyez ici, vous voyez un tableau. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce tableau? On trouve le mot de l'instruction. Ensuite, vous avez la syntaxe générale. Additionner, argument destinataire, argument source. Et là, vous avez le nom complet de l'instruction. Added, c'est addition. Addition. D'accord? Ensuite, tout au fond à droite, vous avez les drapeaux, qui sont les flags. Là, vous avez tous les flags du registre d'état du microprocesseur. On les a vus dans le chapitre 2. Vous avez donc les flags de contrôle qui sont D et T, et les flags de condition qui sont donc 6, qui sont O, l'overflow, flag de signe, le flag 0, le flag de demi-retenu ou demi-emprunt, donc c'est l'auxiliary flag, donc l'auxiliaire. Vous avez la parité et carry, la retenue ou bien l'emprunt. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on indique est-ce que cette instruction affecte les flags ou non. Par exemple, pour l'addition, oui, elle affecte les flags. Quels sont ces flags? Vous avez donc les flags de condition. Elle affecte le flag de retenue, la parité, demi-retenue, le flag 0, le signe et l'overflow. Qu'est-ce qu'on a mis au-dessous de ces flags? On a mis la valeur X. Pourquoi X? Pour dire tout dépend du résultat 0 ou 1. Exact. Par exemple, pour la retenue, je ne sais pas. Je peux savoir quand, en fait, j'exécute l'instruction, quand je réalise l'opération d'addition. Là, ce flag se positionne en fonction, donc, du résultat. S'il y a une retenue, ce X, donc, égale à 1. S'il n'y a pas de retenue, 1, il va se positionner, le flag ciel va se positionner à 0.
Par contre, ici, regardez, pour les flags de condition, il n'y a rien. Ça veut dire que cette instruction n'affecte pas les flags de contrôle. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Donc, on peut trouver, par exemple, des flags qui ne changent pas de valeur. C'est-à-dire, leur valeur est connue à l'avance et elle est donc la même après l'exécution. Par exemple, pour l'instruction AND, regardez, elle affecte le flag OF et CF à 0. C'est-à-dire, toujours elle le met à 0. Par contre, pour le flag additionné, U, U, ça veut dire undefined. Undefined, indéfini, donc, tout dépend. Donc, c'est-à-dire, il va garder sa valeur par défaut. C'est-à-dire sa valeur précédente, 1 ou 0. Ouais. Donc, quels sont les flags touchés ou affectés par... Coupez le son, s'il vous plaît, il y a des échos. Les flags, donc, affectés par... Euh, vous coupez les sons, s'il vous plaît. L'hmouch, vous coupez le son, s'il vous plaît, l'hmouch. L'hmouch, c'est l'hmouch, coupez le son. D'accord? Alors, euh, Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous oui. pouvez juste répéter pourquoi est-ce qu'on a mis U sous A, U, l'auxiliary flag? ça veut dire que cette instruction n'affecte pas le flag A, D'accord, mais ce flag a une valeur indéfinie par défaut. C'est-à-dire il garde toujours son ancien, c'est-à-dire, son ancienne valeur. D'accord? d'accord, Voilà. Donc d'accord. c'est une valeur inconnue. Donc ceux affectés seront tout simplement le- les flags S, Z et P. D'accord? Monsieur, Bon, un an. Oui, et le zéro sous le C et le... c'est-à-dire quand le microprocesseur exécute l'instruction 1, automatiquement ces deux flags OF et CF se positionnent à 0. Et c'est logique. Parce que le AND, c'est quoi le AND? C'est le AND logique. C'est-à-dire il fait le I entre les bits, bit par bit. Il n'y aura jamais de retenue, il n'y aura jamais un écrasement de signe. Parce qu'on ne fait pas l'addition, c'est le AND. Donc 1 AND X, 0 AND X donne toujours 0, et 1 AND X donne toujours X. Vous voyez, c'est pour ça, ces flags se positionnent toujours à 0. OF et CF. Il n'y aura jamais de retenue avec le 1 logique, il n'y aura jamais écrasement de signe. D'accord? Donc il faut Oui, monsieur, accepter, merci. il n'y a pas de problème. Il faut accepter donc ces informations telles qu'elles sont. Si je prends par exemple l'instruction call, c'est une instruction d'appel de procédure. Comment l'utiliser? Je mets l'instruction call suivie du nom de la procédure. Cette instruction n'affecte pas les flags. Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a rien au-dessous des flags. C'est-à-dire les flags ne sont pas actifs. On peut aussi donc, par exemple, regardez, CLC. C'est quoi l'instruction CLC? C'est clear le flag CF. Ah oui. Regardez, CLC sans opérande. Vous voyez, vous avez une instruction qui n'a pas d'opérande. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met à zéro le flag retenu, le flag CF. C'est pour ça que vous avez CF à zéro, le reste n'est pas affecté. L'instruction CLD, elle touche le flag DF. Vous voyez, l'instruction CLD, elle touche le flag IF, et ainsi de suite. Euh, donc là, regardez cette instruction, par exemple, CMC, qui n'a pas d'opérante. Qu'est-ce qu'elle fait?
elle inverse le flag CF. C'est pour ça, là, on a X. Donc, si la valeur initiale du flag CF égale 0, après l'exécution de cette instruction, le flag CF passe à 1. S'il était à 0, il passe. S'il est à 0 plutôt, s'il est à 1, il passe à 0. Vous voyez. Et ainsi de suite. Voilà, donc quand vous regardez ça, voilà, donc là, regardez par exemple, il dit la division signée. Vous voyez, là, les flags sont indéfinis. Et ainsi de suite. Alors, je reviens maintenant, à l'instruction add. D'accord. Donc là, j'ai dit, on a le nom de l'instruction. Hein. Là, vous avez la syntaxe d'utilisation. Là, vous avez la description. Que fait cette instruction? Fait l'addition. Là, vous avez les flags avec la mention quels sont les flags affectés par l'exécution de cette instruction. C'est bon. Ensuite, là, vous avez donc des tableaux. Oui, vous avez donc là des colonnes. Des colonnes. Ouais. Alors, la première colonne vous donne quels sont les opérandes permis, autorisés à utiliser par cette instruction. C'est simple. Le premier cas, je peux utiliser registre, registre. Ouais. Donc, là, je mets par exemple les arguments, bien la nature des arguments d'une instruction. Donc, je peux avoir une instruction sans argument clair. Là, vous avez par exemple, l'instruction addition. D'accord? Pour l'instruction additionnée, je peux trouver le cas, je peux avoir des opérandes, registre, registre, registre. Registre, registre. Là, je mets X. Alors, regardez. Là, donc, je peux avoir, par exemple, additionner BX, DX, par exemple. Je mets commentaire. Ça veut dire BX, soit BX plus DX. Vous avez le deuxième cas. Le deuxième cas, registre mémoire. Registre. Là, je mets mémoire. Ou bien mémo tout court. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argument destinataire est un registre, par exemple ici X. L'argument source, par exemple, je mets X, la mémoire.
L'autre cas, vous avez mémoire, registre. Là, je mets mémoire, registre. Par exemple, l'argument donc destinataire utilisant le mémoire, par exemple, je peux faire ça. Bx, là, dans les deux cas, j'ai donc argument mémoire qui est donc source. Là, j'ai argument mémoire qui est destination. D'accord? Sauf que le mode d'adressage qui n'est pas le même. Là, j'ai le mode indirect par registre ou bien tout court indirect. Par contre, ici, j'ai le mode direct. Donc, là, je mets en crochet. Le soir. Voilà. Oui. Voilà. Donc, j'ai fait la somme, j'ai affecté la somme à l'argument destinataire. Vous avez donc l'autre cas, registre immédiat. Vous voyez, registre immédiat, ça veut dire la donnée est immédiate. Ou bien registre data. Voilà, par exemple, je mets la valeur 1, 2, 3, 4, H. Bx soit, Bx plus 2, 3, 4, H. Vous avez mémoire immédiat. Oui, je peux avoir ça, par exemple. Voilà, je peux donc avoir mémoire immédiat. Par exemple, additionner, crochet, bien je mets x, la variable x. Donc là, j'ai la variable x qui soit x, plus 1, 2, 3, 4. Oui. Donc là, hein, on est en train de voir les différents cas. Vous avez accumulateur immédiat. Voilà. Regardez ici. Là, je demande votre attention. Là, on a précisé. Regardez, là. Accumulateur immédiat. Regardez ici. Donc, l'utilisation de AX ou AL donne un privilège. C'est-à-dire, donne un avantage en termes de temps et des fois même en termes de taille. D'accord? Parce que on pourrait considérer AX comme un registre, comme tous les registres. Mais là, il a donc son cas particulier ou une combinaison particulièrement utilisée pour l'accumulateur. Donc, si par exemple mon instruction, je fais un pour AX, là, par exemple, 1, 2, 3, 4, H, regardez, par exemple ici, hein, je peux par exemple utiliser ça, mais il y a des cas où, dans une instruction, où il est obligatoirement d'utiliser l'accumulateur. Par exemple, la multiplication. On est obligé d'utiliser l'accumulateur, hein, comme argument donc destinataire. Alors, maintenant, si j'ai le choix, quand on me demande de générer le code machine pour une instruction, par exemple, l'instruction additionner à x, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que j'utilise le format en la forme registre immédiat ou accumulateur immédiat? Alors, je dois utiliser accumulateur immédiat parce que cette forme existe. Vous voyez. Maintenant, si par exemple une instruction n'a pas la forme qui contient ou qui indique que un argument peut être un accumulateur, là, je n'ai pas le choix, donc j'utilise ce forme. Imagine par exemple pour l'addition, on n'avait pas ça. Et on me demande de générer le code machine pour additionner à x une valeur immédiate. Donc là, j'ai pas le choix, j'utilise ça.
Maintenant, si le format existe, donc là, il est préférable d'utiliser ça. Vous voyez? Alors, ça, donc, en ce qui concerne les combinaisons possibles des arguments. En dehors de ces combinaisons, vous n'avez pas le droit d'utiliser d'autres combinaisons. Par exemple, ici, regardez. Si je fais ça, par exemple, mémoire, mémoire, par exemple, je fais ça, additionner, par exemple, bx, x, là, je le mets en rouge. Pour dire que, pour dire que c'est, pour dire que c'est interdit. Donc, je mets non autorisé. D'accord? Parce que, pourquoi? Voilà. Parce que il n'existe pas. Il n'existe pas dans le document jeu d'instruction. Vous voyez? Donc, je fais attention. Je fais attention. Voilà, je fais attention. Euh, on passe donc à la colonne suivante. Regardez. La colonne suivante. Donc là, on a dit quels sont les opérandes permis. C'est-à-dire la nature des opérandes. Est-ce que je peux utiliser mémoire, mémoire? Oui. Là, vous avez donc le temps d'exécution de l'instruction pour chaque cas que vous voyez ici. Ce temps d'exécution est donné en cycle d'horloge. C'est-à-dire combien d'impulsions ou bien de cycles d'horloge faut-il pour exécuter, par exemple, une instruction de type additionner registre-registre. Il faut 3 cycles d'horloge. C'est-à-dire, il faut au microprocesseur 3 impulsions pour exécuter complètement l'instruction additionner registre-registre. Voilà. Maintenant, le temps n'est pas connu à l'avance et il dépend de l'accès, du mode d'accès à la mémoire centrale, du mode d'adressage qu'on a vu tout à l'heure. Puisqu'on a vu différents modes d'accès à la mémoire centrale, cette valeur relative que vous voyez ici, c'est-à-dire le nombre de cycles d'horloge à ajouter ici, dépend du mode d'accès à la mémoire centrale. Par exemple, ici, regarde. Registre mémoire. Regarde. Quel est le temps d'exécution? Là, donc, je prends. Cycle d'horloge. Temps d'exécution au cycle d'horloge, c'est... Alors, là, donc, alors, là, voilà. Registre, registre, c'est clair. Le temps est connu, c'est 3 cycles d'horloge. Ici, donc, registre mémoire. Alors, registre mémoire, faut faire attention, registre mémoire et mémoire registre n'ont pas le même temps d'exécution. Vous allez comprendre pourquoi. Pour l'addition, hein. Vous savez pourquoi? Parce que pour la première, on fait accès à la mémoire une seule fois. C'est-à-dire, pour additionner, j'accède à la mémoire pour récupérer l'argument source. Ensuite, je fais l'addition et le résultat, je l'affecte à
l'argument destinataire qui est registre. Par contre, ici, je fais combien d'accès à la mémoire centrale? Je fais deux accès. Parce que là, je dois d'abord accéder pour récupérer la valeur de l'argument destinataire. Je fais la somme. Et maintenant, pour ranger ou affecter le résultat à l'argument destinataire, je dois accéder de nouveau à l'argument destinataire qui a un argument mémoire pour placer ou ranger le résultat. C'est pour ça, là, j'ai deux accès. C'est pour ça, ça me coûte plus de temps. Vous voyez? Alors, je viens ici, donc j'ai registre mémoire. Quel est le temps d'exécution? C'est 9 plus E1. Donc c'est 9 plus E1. Ce temps effectif, hein, relatif à l'adresse, comment le trouver? Il faut aller directement à la dernière page de ce document. Regardez. Et là, vous avez pour chaque mode, vous avez la valeur de E1. Par exemple, nous, on est avec le mode direct. Hein. Donc, quelle est la valeur de E1? 6. Hein. Donc, là, on aura 9 plus 6, ce qui donne 15 cycles d'horloge, c'est H. D'accord? Par contre, ici, je reviens à mon document, je récupère le temps. Là, quand on me demande de calculer le temps d'exécution hein, de l'instruction, voici added, mais je fais attention. Mémoire registre, c'est 16 plus E1, 16 plus E1. Alors, quelle est donc la valeur de E1? Là, je suis avec quel mode? C'est le mode indirect par registre, d'accord? C'est le mode indirect. Voici le mode indirect, d'accord? Le mode indirect. Quelle est sa valeur? 5. Donc, égal à 16 plus 5, ce qui donne 21. C'est que donne. D'accord? Alors, et ainsi de suite. Là, vous avez immédiat. Immédiat, donc il n'y a pas d'accès à la mémoire centrale. Ça veut dire le temps est connu à l'avance. Regardez, immédiat, c'est toujours 4 cycles d'horloge. Hein, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, là, qu'est-ce qu'on trouve dans la troisième colonne? On trouve le nombre d'accès à la mémoire centrale. D'accord? Par exemple, registre. Est-ce que ça nécessite d'accéder à la mémoire centrale? Non, parce que la donnée par registre se trouve, ça le mode de registre, parce que la donnée dans l'argument source se trouve dans un registre. Donc, ça ne nécessite pas ou ça ne demande pas hein, d'accès à la mémoire centrale. C'est pour ça qu'on met point. Soit on met ça, soit on met 0. D'accord? Là, regardez. Registre, mémoire. Je fais un seul accès pour récupérer la valeur de l'argument source qui est mémoire, et je fais l'addition, et le résultat, j'affecte au registre. Là, j'ai dit, je fais deux accès. Le premier accès pour lire l'argument mémoire, et le deuxième accès, c'est pour ranger le résultat de l'opération dans l'argument mémoire. Là, la même chose. J'accède à la mémoire pour récupérer la valeur de l'argument mémoire. Je le somme avec la valeur immédiate, et le résultat, je le range dans l'argument mémoire. Donc, ça demande deux accès. Voilà. Euh, pour l'avant-dernière colonne, c'est-à-dire la quatrième colonne, vous avez la taille. C'est comme le temps. Le temps, donc, là où le temps est connu, vous avez une valeur directe, hein, fixe,
Là où le temps n'est pas connu et dépend du mode d'adressage utilisé par l'instruction, hein, là vous avez le temps, donc vous avez cette valeur relative à ajouter. La même chose pour la taille. Vous avez donc des tailles, des instructions qui sont fixes et connues à l'avance. Par contre, d'autres non. Je m'explique. Là, on met entre 2 et 4. Ça veut dire la taille de l'instruction varie de 2 jusqu'à 4 octets. Donc tout dépend, hein, tout dépend des arguments de votre instruction. Je m'explique. Par exemple ici, regarde, ici. Là, j'ai utilisé le mode d'adressage direct. J'ai un argument mémoire où le mode d'adressage est direct. Si vous générez le code machine, on a vu tout à l'heure, hein, on a pris même l'exemple move pxx, on a trouvé que la taille de l'instruction égale à 4 octets. Là, vous allez trouver 4 octets. D'accord. Par contre, si je change le mode d'adressage, par exemple, je mets bx entre crochets. Si on génère le code machine, par exemple ici, si on génère le code machine, on va obtenir donc une insertion sur 2 octets. Voilà, pourquoi? Parce que ici, il s'agit du mode direct, on est obligé de mettre dans le code machine le déplacement de la variable x, qui est sur 16 bits. Ça veut dire que je suis obligé d'ajouter 2 octets pour mentionner dans l'instruction le déplacement ou l'adresse de la variable x. Par contre, ici, je n'ai pas besoin de mentionner le déplacement parce qu'il se trouve dans bx. Il suffit juste d'indiquer le mode d'adressage, c'est le mode L/1. Et là, donc, ça ne demande pas, on ne nécessite pas l'utilisation des 2 octets supplémentaires pour le déplacement. Ce qui donc donne une instruction sur 2 octets. Vous voyez? Et c'est pour ça, donc, on met entre 2 et 4. Hein? Maintenant, c'est par exemple une instruction qui utilise le mode d'adressage indirect relatif, ou bien registre relatif, ça veut dire que je prends le contenu du registre, je lui ajoute un déplacement relatif sur 8 bits. Et donc, cette valeur de déplacement relatif sur 8 bits, pour la mettre dans l'instruction au niveau code machine, en code machine bien sûr, je dois donc placer cette valeur sur 8 bits dans cette instruction, en code machine bien sûr. Ça veut dire que je suis obligé d'utiliser un octet en plus. Donc mon instruction sera codée sur 3 octets. Et ainsi de suite. Vous voyez, ça en fait c'est pour Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste répéter le dernier point? le dernier point. J'ai dit par exemple, regardez, ici, regardez, par exemple. Donc là, je parle de la taille, des instructions. Regarde. Si ça, par exemple, si je fais ça, par exemple, je fais move dx, move dx, par exemple, je mets, regardez, dx entre crochets. Cette instruction, si vous générez le code machine pour cette instruction, là, vous aurez donc la taille égale à 2 octets. D'accord? Si je prends une autre instruction, donc toujours move dx, cette fois-ci, je mets entre crochets dx plus, par exemple, 12h. Alors, il faut savoir que la taille de cette instruction, parce qu'au niveau code machine, tout doit être codé. Je dois coder donc toutes les informations concernant l'instruction, le code de l'opérateur, les arguments destinataire et source, le mode d'adressage, c'est-à-dire s'il s'agit du mode euh, indirect par registre ou bien indirect relatif ou bien registre relatif, ça je dois le coder. Vous voyez, là, cette instruction, sa taille, c'est bien
égale à 3 octets. Pourquoi? Parce que si je vous génère le code machine, ouais, là vous êtes avec la même instruction à 1, mais vous êtes obligé de mettre cette valeur dans le code machine. Et cette valeur prend un octet. Malgré que les deux instructions sont de la même forme, sont de la forme move, registre, mémoire. Là, la même chose, c'est move, registre, mémoire. Vous voyez, c'est la même forme, hein. Mais la différence, c'est au niveau du temps d'exécution et, le, et la taille. Regardez, par exemple, pour la taille, la La taille. première prend 2 octets, elle va occuper 2 octets, la deuxième va occuper 3 octets, à cause de ça. Vous voyez, si vous regardez D'accord. le temps d'exécution n'est pas le même, parce que là, j'ai le mode, c'est-à-dire le mode d'accès à la mémoire centrale n'est pas le même. Là, j'ai indirect relatif ou bien registre relatif, et là, là, vous avez indirect ou bien indirect par registre, et là, vous avez indirect relatif ou bien registre relatif. Le temps d'exécution n'est pas le même. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Donc, une fois donc la taille, c'est bon. Et là, qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez des exemples. Pour chaque cas, vous avez un exemple. Ouais. Là, vous avez alpha, c'est une variable, c'est permis, hein. Ça, c'est le mode registre relatif. Ouais, c'est le mode registre relatif, ou bien indirect par registre relatif. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, là, ce que je demande, c'est d'utiliser toujours, donc là, la remarque, voilà, justement, ce document, on va donc l'utiliser toujours en TD en cours. Et des fois, donc, en examen, donc, si, c'est-à-dire, le document est autorisé, mais des fois, tout dépend du sujet d'examen, on peut donc ne pas autoriser l'utilisation de ce document. D'accord? Et donc, là, en ce qui concerne comment utiliser ce document. Maintenant, le deuxième autre document, c'est le code machine. Le code machine, regarde. Vous avez donc, parce que le code machine, en tout cas, c'est-à-dire, j'ai pas trouvé un document donc qui donne pratiquement tous les formats possibles. On a donc, j'ai essayé donc voilà de récupérer un, un peu de format d'accord c'est par là. Vous allez voir en TP en deuxième semestre qu'il est possible hein, de d'écrire des instructions code machine en utilisant bien sûr le debug et ensuite le debug vous génère le code machine. Et à partir donc du code machine, vous pouvez donc déduire euh, les différents formats possibles des instructions. Par exemple, donc là, vous avez l'instruction move, vous avez tous les cas possibles. Vous avez l'instruction push pour empiler, pop pour dépiler. Euh, Regardez par exemple ici, vous avez les paramètres D, W, qu'on va les retrouver, mais pas tous, dans les autres formats. Par exemple ici, regardez. Là, il n'y a pas de paramètre D. Voilà. Parce que vous avez accumulateur mémoire. Là, on a dit que il n'y a pas d'autre combinaison. Par exemple, là, on a regroupé. Donc, on est obligé de mentionner, de dire qui est-ce que l'argument destinataire est un registre ou non. Là, c'est pas la peine de dire, c'est une information donc inutile, parce que l'argument destinataire est un accumulateur. Donc, dès que le microprocesseur lit ce code, il va comprendre que l'argument destinataire est un accumulateur. Tout ce qu'il a besoin, c'est de connaître la taille de la donnée manipulée par l'instruction pour pouvoir identifier l'accumulateur. Est-ce qu'il s'agit de AX ou bien AL? Et là, vous avez donc l'adresse, c'est-à-dire le déplacement. Ben, le déplacement, on. Oui. Vous
vous avez aussi, voici une section addition. Regarde, là, vous avez l'accumulateur qui est donc à part. Donc, il a un privilège, c'est-à-dire l'utilisation de l'accumulateur donne un privilège en termes de, un avantage en termes de temps d'exécution et de taille. Voilà, donc là, vous avez pratiquement la plupart des instructions avec leur format en code machine. Hein. Vous avez même les instructions de branchement. Donc, à la fin de la série d'exercice 2, on aura donc toute une séance sur les instructions de branchement. Là, vous avez les différents modes d'adressage, les différents combinaisons. Par exemple, basé indexé. Basé, indexé. Là, on a utilisé BX avec SI. Par contre, là, on a utilisé BX avec DI. Là, on a utilisé basé, indexé avec un déplacement relatif sur 8 bits. Là, vous avez DPL 8. Déplacement 8 sur 8 bits. Par contre, ici, un déplacement sur 16 bits. Là, vous avez BP. Ça, c'est pour accéder au segment SS de pile. Si vous voulez accéder aux éléments de la pile, donc il faut utiliser BP et non pas SP. Parce que SP est manipulé par le système. La même chose, ainsi de suite. Là, vous avez SI tout seul, ou bien SI relatif avec un déplacement relatif sur 8 bits. Là, vous avez SI avec un déplacement relatif sur 16 bits. Là, sinon, vous pouvez utiliser DI, que ce soit donc seul, ou bien avec un déplacement relatif sur 8 bits, ou bien un déplacement relatif sur 16 bits. Là, vous avez le mode direct. Si vous avez une variable, ou bien vous mettez directement avec le mode direct. Soit je mets la variable, comme ici, par exemple. Comme ici, donc là j'ai mis la variable directement dans la séquence. Sinon, je mets le déplacement. Voilà. Donc là, par exemple, dans le mode direct, c'est correct. Hein? Je peux utiliser ça, regardez, par exemple, je fais move dx x avec déplacement de x, par exemple, par exemple, je mets par exemple, déplacement de x égale 0,200 par exemple. Ou bien, j'écris directement par exemple, je peux écrire ça, c'est quoi? Move dx, je mets directement le déplacement entre crochets. Ouais, c'est correct. C'est correct. C'est pour ça, là, regardez, on met donc déplacement sur 16 bits. Là, sinon, dp avec déplacement sur 8, dp avec déplacement sur 16 bits, avec déplacement relatif, hein, faites attention. Et là, la dernière ligne, vous trouvez bx, seul, entre crochets. Ça, c'est pour le mode d'adressage indirect, ou bien indirect par registre, tel que le registre utilisé c'est bx. Là, c'est le mode indirect avec déplacement relatif sur 8 bits. Là, c'est le mode indirect avec un déplacement relatif sur 16 bits. Voilà. Et là, vous avez tous les codes, ou bien les codes de tous les registres. Par exemple, AL, AX ont le même code. Ce sont des accumulateurs. Hein, leur code, c'est 00. Qui donc tranche entre les deux, ou bien comment le microprocesseur, puisqu'il utilise le même code, et comment il saura qu'est-ce qu'il s'agit de AX ou AL,
Eh bien, tout dépend de la valeur de W. Oui, la valeur de W, si elle est présente, monsieur. Voilà, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Parce que là, euh, on a donc terminé la séance. S'il y a des questions, donc,